bienvenue encore à toutes et à tous sur le plateau de Convainc-moi. Aujourd'hui, ce mercredi 13 janvier 2021, nous allons parler de la loi sur la biosécurité au Bénin. Que comprendre de cette loi qui aujourd'hui protège et bien sûr et prévient également face aux effets néfastes liés à l'utilisation des organismes génétiquement modifiés. Les OGM sont-ils présents au Bénin? Comment sont-ils contrôlés? Et justement, cette disposition légale apporte quoi concrètement en matière de manipulation de ce type d'organismes génétiquement modifiés dans notre pays? Tout avec le docteur Brice Sourou. Monsieur Sourou, bonjour. Bonjour, monsieur Corneille. Alors, avant donc d'entrer dans le vif de ce débat, dites-nous, est-ce que les OGM circulent dans notre pays? Bien sûr que oui. Depuis quelques années, nous végétions dans un vide juridique exceptionnel sur les OGM en République du Bénin, où des OGM cancérigènes, mutagènes circulent anarchiquement. C'est d'ailleurs pourquoi, dans ce contexte où l'on vote une telle loi, à la suite des luttes citoyennes contre l'adhésion du Bénin à cette convention qu'on appelle UPOV, qui légifère même les OGM cancérigènes, nous ne pouvons que être rassurés que le gouvernement est de bonne foi. Alors, quand vous dites que ça circule, OGM cancérigènes, mutagènes, ça circule dans notre pays, nous en consommons? C'est dans quel circuit ça se retrouve aujourd'hui? Nous en consommons au quotidien. Vous savez, nous sommes dans une situation de géopolitique et d'intelligence économique stratégique en Afrique au sud du Sahara, où les OGM cancérigènes sont commercialisés de manière anarchique. Et si nous ne disposons pas d'un cadre juridique, parce qu'il s'agit ici d'une question de politique publique où la ressource droit, la ressource cognitive, l'information, l'éducation doit être de mise dans un cadre juridique, c'est que ces OGM-là sont commercialisés. Et quand au Bénin ou en Afrique au sud du Sahara, vous posez la question à un citoyen lambda de savoir est-ce qu'il est rassasié, il vous dira oui, mais la qualité importe peu. C'est comme par exemple dans nos pays, nous disposons de laboratoires pour contrôler les denrées envoyées dans l'Union européenne, mais dans nos pays, c'est presque pas contrôlé. Donc, du coup, c'est que ce contexte actuel du vote de la loi sur les OGM rassure les défenseurs des droits de l'humanité, de la nature que nous sommes. Vous vous rappelez très bien que lorsque nous menions la lutte contre l'adhésion du Bénin à la convention UPOV, je suis l'auteur, je suis le requérant donc du recours contre l'adhésion à cette convention-là, qui non seulement est une convention rigide et qui une convention sans recours d'ailleurs et qui légifère ces OGM-là des multinationales et qui conduit à ce qu'on appelle une érosion de la biodiversité culturelle. Et en son temps, on a défini cette érosion par le fait que les anciennes semences paysannes régénérées sur des siècles vont disparaître et sur le commerce sera imposé donc les OGM des multinationales. Et ce fut l'objet de notre lutte. Alors ces OGM qui circulent dans notre pays ou dans l'espace ouest africain, ça vient d'où? Ça provient d'où? Les OGM nous en produisons, est-ce que nous en produisons en Afrique ou ça provient d'où? Les OGM des multinationales, les OGM importés anarchiquement et même qui sont presque pas maîtrisés par nos États. On ne peut pas attaquer les autorités. Il y a des commerçants véreux malsains qui commercialisent ces OGM-là et qui pensent que se faire de l'argent sous le coup de la mort des populations, sous le coup du cancer, vous allez constater que des enfants de moins de 10 ans meurent aujourd'hui de la leucémie. On se pose la question de savoir, est-ce que réellement ce que nous mangeons est sain? Est-ce que c'est réellement les semences paysannes que nous avons depuis des siècles que nous continuons à consommer? La question, c'est de savoir si ces OGM-là, cancérigènes, mutagènes, ne sont pas plus commercialisés que les semences paysannes. Et du coup, on se pose la question de savoir est-ce qu'à ce jour, le Bénin dispose d'une base de données sur ces organismes génétiquement modifiés qui sont importés sur notre territoire. Et quand on parle des OGM aussi, il y a les OVM, ce sont les organismes vivants modifiés. Il y a des poulets de 10 jours, de 2 semaines qui vont peser 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg. Et qui sont commercialisés aussi dans les pays d'Afrique au sud du Sahara. Alors, mais pourquoi le Bénin, avant ce 3 janvier 2021, pourquoi le Bénin est resté dans ce vide-là? Pourquoi il n'y a véritablement pas eu de tests qui contrôlent un tout petit peu, bien sûr, le circuit des OGM dans notre pays? Vous savez, depuis les années 2005, le Bénin a ratifié la Convention de Cartagena sur la sécurité du vivant.
Le Bénin a ratifié donc une telle convention et le Bénin a renouvelé à 2 reprises le moratoire sur les OGM. Et donc, quand vous faites recours à cette convention, on vous dira que si vous renouvelez 2 fois le moratoire sur les OGM, c'est normal que vous alliez voter la loi. Après avoir renouvelé 2 fois un moratoire sur les OGM dans un pays, il faut voter la loi sur les OGM. C'est pourquoi je dis bravo à ce gouvernement qui, dans la dynamique de cette bonne foi, a respecté le contenu. Mais donc, on a quand même laissé un vide pendant plusieurs années. Parce que vous savez, pour voter une telle loi, nous sommes dans des pays, en toute sincérité, qui ne sont pas indépendants. Vous savez, il y a des multinationales qui imposent leurs lois. Quand vous allez voir, par exemple, négocier au Fonds monétaire international, quand vous allez vers les institutions internationales, ce sont des multinationales c'est la fébrilité qui financent, de nos gouvernants qui expliquent comment cela arrive. Parfois, nos États sont limités parce que nous n'avons pas une indépendance financière. C'est pourquoi, à un certain moment, acteurs du changement qu'on appelle changemaker que nous sommes en matière de politique publique qui doivent alerter, on est obligé de comprendre les États, les autorités, parce qu'eux-mêmes, ils ont parfois la bonne volonté, et souvent même la bonne volonté de prendre des décisions pour privilégier donc l'intérêt des citoyens. Nos États ne sont pas suffisamment puissants, c'est ça, vous le dites. Ils ont la volonté, mais ils ne sont pas indépendants. Ils ne sont pas toujours indépendants. Vous ne pouvez pas me dire qu'à ce jour, le Bénin est financièrement indépendant en Afrique au sud du Sahara. Et donc, il y a tout un mécanisme, tout un lobbying impressionnant à l'échelle internationale et toute une intelligence économique dans les pays, toute une stratégie. Et donc, si le gouvernement du Bénin a pris quelques années après l'arrivée du président Patrice Talon pour faire voter cette loi, ça veut dire quand même qu'ils sont victorieux par rapport donc à ces multinationales-là. Vous savez, il y a 2-3 ans, lorsque nous menions la lutte contre l'adhésion du Bénin à la Convention UPOV, on va vous dire que ce sont des multinationales qui sont passées derrière, voire l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. D'abord même l'Organisation internationale de la propriété intellectuelle, ensuite l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle pour imposer à nos États, donc pour proposer au Bénin par exemple qui veut être le premier pays à adhérer, francophone d'Afrique à adhérer à l'UPOV, donc une telle loi qui va légiférer donc les OGM et conduire et brimer le droit d'accès des paysans. Et lorsque vous prenez par exemple la convention du Cartagena sur la sécurité du vivant, on va vous dire que cette convention privilégie le droit d'accès libre des peuples autochtones aux semences paysannes. Et donc, tout est brimé. Donc, du coup, quand on vote une telle loi, ça veut dire qu'on a la bonne volonté de contrôler sur son territoire les organismes génétiquement modifiés. On est conscient de ce que ces OGM-là sont cancérigènes et mutagènes. Donc, il faut féliciter quand même les députés, le président de l'Assemblée nationale, les députés, la commission du plan et les ministres José Tonator, Gaston Dossoui et les conseillers spéciaux du chef de l'État. Et donc, par conséquent, c'est tout un mécanisme qui a été mis en place. On est dans un contexte international qu'il faut considérer, dans un contexte régional qu'il faut considérer et un contexte local qu'il faut considérer. Et donc, c'est une victoire des luttes citoyennes. Alors, que dit concrètement alors la loi? Et en quoi cela représente une avancée en matière de contrôle de ce type d'organismes dans notre pays? Au sein de cette loi, il est reconnu que les organismes génétiquement modifiés sont à la fois d'intérêt, mais aussi sont parfois nuisibles, qu'il faut contrôler. Et donc, c'est un grand pas. Un grand pas. D'intérêt tout simplement parce que en tant qu'agrométéorologue, lorsque vous prenez le dérèglement pluviométrique, nous avons besoin, par exemple, au Bénin, de variétés de cultures à cycle court. C'est-à-dire que si nous avions, par exemple, des semences de maïs de 180 jours, par exemple, et qu'aujourd'hui, avec les innovations génétiques, et avec des innovations de semences qui ne sont pas mutagènes, qui ne sont pas cancérigènes, on obtient des semences par la recherche de 60 jours par exemple, de 45 jours. Donc on peut produire en grande quantité en un laps de temps tout en tenant compte de la réduction sensible du nombre de jours de pluie. Vous voyez, ces innovations-là sont des innovations positives en matière d'organes génétiquement modifiés. Donc tout n'est pas mauvais en termes d'OGM. Mais il y a ces OGM-là qui sont réellement mutagènes, donc qui constituent quand même un danger pour le patrimoine génétique de l'humain et de la nature. Et donc, qui modifient ce qu'on appelle le patrimoine génétique des écosystèmes.
donc, qui modifient donc la vie sur Terre. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et il s'agira donc il s'agit au cœur de cette loi-là de disposer donc de comités scientifiques, techniques, stratégiques pour contrôler et investiguer donc le transit et l'utilisation, la manipulation de ces organismes-là sur le territoire du Bénin. Donc, je pense que c'est quand même une très grande avancée. Nous étions réellement dans un vide juridique total après avoir renouvelé ces 2 moratoires où on a pu voter une loi sur les OGM. Voilà. Alors, mais voilà, donc une nouvelle disposition, un nouveau texte de loi. Mais nous savons à peu près comment les lois sont respectées au Bénin. La loi 4 sur l'environnement, vous êtes là, vous en connaissez beaucoup de choses. La loi sur le littoral votée il y a 2 ou 3 ans, et pourtant nous voyons encore nos berges et nos zones humides en souffrance et autres. Une nouvelle encore loi. Avons-nous mis en place les dispositions, et ça justement, pour une bonne application de cette loi? On se rappelle encore de cette loi sur l'utilisation, l'interdiction des sachets plastiques non biodégradables, ce que ça donne aujourd'hui, Dr Sow. Ah oui. Et là, vous avez touché une question très sensible de la politique publique. Et en matière de politique publique, on parle de la définition du rôle des acteurs. Il y a l'APA, l'autorité politico-administrative, qui est au centre de la politique publique. D'abord, même avant l'initiation d'une politique publique, c'est qu'il y a des acteurs du changement, des acteurs de la société civile qui ont lancé l'alerte. Donc, ce sont les luttes citoyennes que nous avions menées en temps. Et même quand, il y a 3 ans, le ministre Gaston Dossoui était présent à l'Assemblée nationale, on lui a dit, avant de ratifier la convention UPOV, avant de faire voter la loi UPOV au Bénin, c'est qu'il faudra d'abord renouveler le moratoire sur les OGM ou voter la loi sur les OGM. Et donc, les lanceurs d'alerte ont été écoutés. Les organisations de la société civile ont été écoutées. Donc, d'où la définition du rôle des acteurs. Il faut considérer le rôle des acteurs. Voilà l'APA, l'autorité politico-administrative, qui a initié donc la ressource droit. Parce qu'en matière de politique publique, il y a différentes formes de ressources. La ressource droit, donc c'est la loi qui est votée. La ressource cognitive, ce sont les communicateurs, les éducateurs et ceux qui vont communiquer dans les langues. Parce que nous, on parle le français. Mais dans les villages, ce sont les paysans qui communiquent dans les langues locales, qui ne comprennent rien. Nous ne sommes que sur les plateaux. Nous sommes des hommes de science sur les papiers. Mais sur le terrain, il y a toute une autre réalité. C'est comme lorsque nous menions la campagne contre le glyphosate Roundup de Monsanto. Et nous avons constaté sur le terrain que les paysans sont prêts à subir la leucémie, sont prêts à consommer même du lait de vache ou conserver les denrées domestiques dans les plastiques. Parce que leur réalité à eux vont vous dire, c'est de ça que je vis. Voilà, si je laisse ça tomber, donc je n'aurai plus de ressources pour subvenir aux besoins de mes familles. D'où le rôle des sociologues. Donc, il faut faire impliquer les différents acteurs. Voilà. Et en politique publique, je définissais le rôle des acteurs. D'abord, il y a 3 groupes d'acteurs. L'autorité politico-administrative, mais les groupes cibles. Les groupes cibles sont les importateurs des OGM. Ces importateurs des OGM, aujourd'hui, après avoir voté une telle loi, il faut disposer d'une base de données sur ces importateurs. Voyez-vous, donc ça, c'est encore la mise en application de cette politique publique-là. Et donc, disposer d'une base de données, les localiser, les suivre et ensuite définir même les semences qu'il faut importer sur le territoire, les organismes vivants modifiés qu'il faut importer sur le territoire. Déjà, même le Bénin doit disposer de ces OGM cancérigènes, une base de données de ces OGM cancérigènes. Et lorsque on constate à l'aéroport ou sur nos frontières une telle importation, le douanier, même le simple douanier, même étant déjà recyclé, il l'identifie déjà parce que ce sont eux qui sont sur le terrain. Nous, on n'est que sur le papier. Alors, le 3e groupe des acteurs, ce sont les bénéficiaires finaux. Les bénéficiaires finaux, ce sont les populations qui vont consommer ces OGM-là. Alors, mais c'est d'eux qu'il s'agit en fait. C'est de la masse qu'il s'agit. Ces bénéficiaires finaux-là, comment est-ce qu'ils sont sensibilisés? Comment est-ce qu'ils sont impliqués? D'où la démarche participative, parce qu'on dit souvent que tout ce qui est fait pour nous, sans nous et contre nous. D'accord. Alors, mais aujourd'hui, c'est vrai que le débat, il y a toujours souvent 2 courants sur le caractère nuisible, le caractère cancérigène des OGM. Le débat est toujours entre scientifiques. Il y a souvent deux groupes. Il y en a qui pensent que non,
voilà, il n'y a pas de problème. Il y en a qui continuent de dire non, que ça a souvent de problèmes. Qu'est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui? Je pense qu'il faudra être un scientifique de très mauvaise foi pour affirmer qu'il n'existe pas d'OGM cancérigènes. Nous avons toute une base de données donc sur les OGM cancérigènes qu'il faudra mettre à disposition de l'autorité, voyez-vous, et qu'il faudra suivre. Il y a donc toute une technologie. C'est d'ailleurs pourquoi, après avoir voté une telle loi, le Bénin avait un laboratoire central de contrôle et de sécurité sanitaire des aliments, dirigé par M. Tchabisika. Vous savez, ils disposent... Un autre laboratoire sur les OGM à l'université d'Abomey-Calavi. À l'université d'Abomey-Calavi. Voilà, donc il faut un laboratoire spécialisé sur le contrôle des OGM. Ça, c'est toute une technologie qu'il faut mettre en place. Et il faut, les spécialistes de la question, ce sont des chimistes, ce sont des bromatologues, ce sont des toxicologues, des biochimistes, voilà, qui sont spécialisés sur ces questions. Et il faut donc une équipe pluridisciplinaire. Il ne faut pas mélanger la politique à ça parce qu'il s'agit d'une question sensible où la vie des populations est en jeu. À partir du moment où nous avons voté le moratoire, la loi sur les OGM, ces commerçants vont se rendre compte qu'aujourd'hui, les OGM sont acceptés ou sont rejetés au Bénin. Donc, ils vont commencer par les importer. Et donc, il ne faut pas que le cadre juridique soit encore un cadre incitatif à l'importation des OGM mutagènes de multinationales qui sont véreux. D'accord. Alors, mais aujourd'hui, est-ce qu'avec ce texte de loi, on va peut-être vers l'UPOV maintenant? Alors, en fait, lorsque nous menions la lutte contre l'adhésion du Bénin à l'UPOV, je vous ai dit, je fus le requérant à la Cour, le recours contre l'adhésion du Bénin à la Cour constitutionnelle. Dans le recours, c'est clair que l'adhésion du Bénin à la Convention UPOV 91 porte atteinte au droit à l'autodétermination des peuples. Ça, c'est une atteinte. Et le droit à l'autodétermination des peuples, c'est le droit d'accès libre des peuples reconnu dans la Convention de Cartagena sur la sécurité du vivant, le droit d'accès libre aux ressources naturelles. Les ressources naturelles, les semences paysannes en font partie. Et lorsque nous ratifions la Convention UPOV 91, c'est qu'on interdit à nos paysans de cultiver les anciennes semences paysannes. Et donc, nous avons recommandé au gouvernement du Bénin que nous ne sommes pas contre l'UPOV en lui-même, nous sommes contre l'UPOV 91. C'est une convention qui conduit d'abord à menacer les droits des paysans. Donc les paysans ne peuvent plus, avant, le paysan a son grenier et avant chaque saison agricole, a ses semences reproductibles qu'il a la possibilité lui-même de semer à chaque saison agricole. Mais si on ratifie UPOV, les anciennes semences de maïs, de mil, de sorgho, de fonio, ainsi de suite, seront interdites d'être cultivées et seront privilégiées les semences des OGM des multinationales. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, il y a ce qu'on appelle l'UPOV pour la protection végétale pour les pays du Sud. On parle de POV pour les pays du Sud. Donc, il y a des documents sur ça. Et donc, avant, c'est la France qui a rédigé le document de l'UPOV là. Avant d'adhérer à l'UPOV lui-même, la France est allée protéger, d'abord inventorier et protéger toute sa diversité culturelle. Alors, nous au Bénin, est-ce que nous avons déjà une base de données de toutes nos espèces culturelles? Donc, déjà, nous avons recommandé au gouvernement de disposer de cette base de données-là, vous voyez, et de protéger par une loi toutes les espèces que nous avons au Bénin. Avant même d'adhérer à l'UPOV, là, on va applaudir le gouvernement. Sinon, que ça soit donc une loi qui considère donc la propriété végétale pour les pays du Sud. Vous savez, nous sommes dans le besoin des organes génétiquement modifiés pour répondre aux défis du changement climatique. Nous ne sommes donc pas contre les OGM. Aussi. Voilà. Mais nous sommes totalement et strictement contre les OGM mutagènes, cancérigènes. Nous sommes contre l'atteinte aux droits des paysans d'accès libre aux semences paysannes régénérées sur des siècles. D'accord. Alors, vous avez soulevé tout à l'heure, vous l'avez évoqué encore tout à l'heure dans vos explications,
le besoin aujourd'hui d'aller aux OGM pour répondre aux manifestations des changements climatiques, notamment la réduction ou les fluctuations au niveau des pluies et autres. Également, le besoin sur le plan démographique, puisque la population de la planète augmente beaucoup. Alors, Dr Sow, est-ce que ces OGM aujourd'hui qu'on peut introduire dans les pratiques culturelles, dans l'agriculture, dans l'agroécologie, tout ce que vous voulez, est-ce que ça ne représente pas aussi d'autres dangers pour la biodiversité? Oui, c'est de ça qu'il s'agit d'ailleurs. Si on importe anarchiquement les OGM et que nos États subventionnent rien que les OGM sans subventionner nos semences, il y aura une disparition tout simplement de nos semences qui existaient depuis des années. Parce que quand vous allez voir le paysan du village, vous allez lui poser la question de savoir pourquoi qu'est-ce qu'il s'intéresse actuellement au coton. Il va vous dire que le gouvernement du Bénin a réellement subventionné le coton. Mais lui veut vivre. Donc c'est la réalité du fils du village, c'est la réalité du paysan. Et que peut-être les chercheurs, les hommes de science, nous qui crions peut-être sur les réseaux sociaux, nous ne considérons pas. Vous voyez, le monde n'est pas aussi parfait que ça. Le paysan a sa réalité. Si l'État subventionne ces OGM, après qu'on vote la loi sur les OGM, c'est sûr que les paysans vont commencer par céder donc, aux anciennes semences, puisque d'abord, les OGM apportent quelque chose de plus, une innovation. C'est-à-dire que quand le paysan avait peut-être un rendement de 1 tonne à l'hectare, désormais, s'il a 50 tonnes à l'hectare, il va privilégier ces OGM-là parce que lui veut beaucoup d'argent. Voyez-vous, le paysan, sa mentalité, ce n'est pas l'écologie, c'est ce qu'il va gagner. Et il aura donc un bon rendement sur de toutes petites surfaces agricoles. Et quand vous prenez la grande partie des pays qui sont engagés dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est une économie qui respecte le droit de l'environnement, une économie responsable, différente de l'économie linéaire qui ne produit que de la richesse. Vous allez vous rendre compte qu'on parle du circuit court. Le circuit court, c'est le rétrécissement ou le raccourcissement de la distance qui sépare le producteur du consommateur. Et quand vous rentrez dans ce système des OGM et que vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à Natitingou avant de produire avant de semer certaines semences ici, au voisinage de Cotonou, c'est que vous agissez sur le circuit court. C'est pourquoi si le Bénin peut réellement identifier les OGM qui sont vraiment non mutagènes, qui sont non cancérigènes, qui ne sont pas nocifs, c'est vraiment une bonne résolution donc, de la question même du chômage, parce qu'on parlera aussi de l'emploi durable, de l'emploi vert, de l'emploi écologique. Et ensuite, c'est que c'est une réduction sensible des questions de famine et d'insécurité alimentaire. Et quand vous prenez des pays qui émergent le plus, ce sont des pays qui arrivent à produire, à nourrir eux-mêmes, d'où donc le renforcement de la sécurité alimentaire. Monsieur Sow, Dr Sow, alors on retient quoi en guise de conclusion? En guise de conclusion, le vote récent de cette loi, c'est une satisfaction totale pour les défenseurs des droits de l'homme que nous étions, en tout cas pour le requérant contre l'adhésion du Bénin à l'UPOF. Et nous pensons que pour l'application de cette loi, il faudra réellement que les cadres suivent la dynamique du chef de l'État et de son gouvernement. Vous savez, tout à l'heure, en venant ici, quelque chose m'a choqué. Un policier au carrefour Kendonou qui laissait passer les voitures en sens interdit, à qui j'ai fait une reproche, il dit « Descendez vous-même pour jouer mon rôle ». Donc, il faudrait que les cadres du gouvernement, les cadres des différents ministères, les cadres des institutions qui seront créées dans le cadre de cette loi suivent cette dynamique de bonne foi afin que l'efficacité, l'effectivité soient de mise. Je vous remercie. Merci, Dr Brice Sow. La loi sur la biosécurité au Bénin, on comprend que c'est une loi qui vise à protéger l'environnement et surtout la santé humaine contre le transfert, la manipulation, l'utilisation des organismes génétiquement modifiés dans notre pays. Le Dr Enanion Brice Sow est bien sûr a proposé que cette politique publique, bien sûr que cela se passe dans le respect des politiques publiques avec une implication réelle de chaque acteur, que ce soit le politique, que ce soit l'acteur décentralisé complètement, le paysan, que ce soit également l'ex-scientifique ou également les acteurs de la société civile qui ont beaucoup lutté pour l'adoption de cette loi. Merci à vous, Dr Enanion Brice Sow. Et puis on va vous retrouver certainement sur d'autres plateaux pour parler, pourquoi pas, d'autres sujets liés à l'environnement. Merci, bonne journée à vous, Dr Enanion Brice Sow.